Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Atari, le premier de 2025. Aujourd'hui, on va parler de The Brutalist de Brady Corbet. Et pour ça, je suis accompagné de Josué Morel. Salut Josué. Salut Marin. Donc, The Brutalist est le troisième film de Brady Corbet, mais c'est le premier à sortir dans les salles françaises, il me semble. Moi, j'avais pas vu ces autres films qui ont fait un peu de bruit, surtout Vox Lux, le précédent avec Nathalie Portman aux États-Unis et ailleurs. Mais je crois que Josué, pour le coup, tu as fait tes devoirs et tu as rattrapé les films. Donc, The Brutalist, c'est le récit de la vie de Laszlo Tosz, interprété par Adrien Brody, qui est un immigré hongrois qui arrive aux États-Unis au sortir de la Seconde Guerre mondiale après avoir été déporté et séparé de sa femme et de sa nièce. Et voilà, c'était un architecte émérite dans son pays et on va le suivre un petit peu dans ses mésaventures d'immigré pour le retrouver un petit peu au travail d'architecte, mais vraiment petit à petit, parce qu'il va plutôt galérer et vivre une vie de n'importe quel immigré, qu'importe en fait le travail qu'il a pu avoir auparavant, et tout ça sur 3h30 avec un entracte de 15 minutes et des péripéties qui vont surtout le lier à une sorte d'entrepreneur mégalomane, Van Buren, interprété par Guy Pearce. Donc qui va être un peu la relation un peu centrale du film. Donc Josué, puisque tu as vu les deux films précédents, moi ça a un peu créé un malentendu aussi, je m'attendais un peu à autre chose, j'en parlerai ensuite. Comment tu trouves que The Brutalist s'inscrit dans cette jeune filmographie ? Oui, c'est vrai parce que c'est le premier film, tu l'as dit, de Brady Corbet qui est distribué donc en France, mais il est déjà un peu connu notamment outre-Atlantique puisqu'il a fait 2 films, donc ça fait 10 ans qu'il fait des longs métrages. Il faut rappeler aussi très brièvement que Brady Corbet c'est un acteur à la base, qu'on a pu voir dans Mysterious Skin, qu'on a pu voir dans le remake US de Funny Games, que moi j'ai pas vu parce que j'ai vu Funny Games et que ça m'a suffi. Et disons que c'est vraiment des drôles de films. Moi j'avais vu son premier long à la Mostra, il était présenté dans la sélection Horizonti, ce qui correspond à peu près à un certain regard à Cannes, c'est-à-dire vraiment une sélection parallèle qui met en avant souvent de jeunes réalisateurs et réalisatrices. Et s'appelait L'enfance d'un chef, adapté de Sartre avec Robert Pattinson, Yolande Moreau et Bérénice Bejo. Enfin, tu vois, rien que ça déjà. C'était aussi Martin, bon, déjà quelque chose d'un peu incongru, mis en musique par Scott Walker. Donc, tu vois, film très intriguant sur le papier. Et disons que les 2 premiers longs de Brady Corbet, la meilleure image qui me vient, c'est celle vraiment de la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf, quoi. C'est-à-dire, c'était des films qui avaient des castings, des ambitions, une musique extraordinaire, parce que tu fais difficilement mieux quand même qu'en compositeur de bande-son de premiers films que Scott Walker, mais avec quelque chose qui était vraiment quand même à la remorque ou à la traîne, qui était la mise en scène, ce qui est quand même un peu un problème. Et là, il y a quelque chose de nouveau, et bon, je pense que le film est un vrai bond en avant dans cette filmographie naissante, parce que il touche enfin à cette ampleur en fait qu'il visait dès son premier long. Et surtout, il y a quelque chose de nouveau qui est la durée. C'est-à-dire, tu l'as dit, le film dure 3h35 et donc de loin, ça peut donner l'impression d'un film un peu monumental. Aussi, un autre malentendu, à mon avis, qui commence à se créer, qui serait en gros que The Brutalist, ce serait un petit peu la résurgence du cinéma hollywoodien à l'ancienne. Et quand je dis à l'ancienne, je pense moins au cinéma classique qu'en fait au cinéma du Nouvel Hollywood, c'est-à-dire des espèces de fresques de 3h30 qui vont nous raconter quelque chose de l'Amérique et qui serait donc la résurgence d'un cinéma, on va dire, néoclassique, même si l'expression est un peu floue. Or, cette durée, moi je trouve qu'elle elle produit quelque chose de très beau, notamment durant la première partie, parce que ça s'accompagne aussi d'une manière de déplier le récit et la narration. Alors on peut commencer à parler des malentendus, tu vois, par exemple, c'est intéressant quand j'ai écrit mon texte sur The Brutalist, là on fait un peu de cuisine interne et de montrer comment on travaille, mais notamment il y a la scène d'ouverture, la quasi-scène d'ouverture qui montre l'arrivée de l'architecte à New York, est une scène que moi dont j'ai immédiatement entrevu l'issue dès qu'elle a commencé, et toi non, et j'ai commencé à entrevoir l'issue parce que j'avais vu les précédents films de Brady Corbet, mais déplions, tu vois, par exemple, un petit peu le début, qui montre quand même qu'il y a quelque chose d'intéressant qui est en train de se nouer, ne serait-ce qu'à l'échelle du scénario, c'est-à-dire qu'on voit un personnage se réveiller dans un environnement complètement sombre, dans un truc un peu de dédale, et en fait, bon, c'est la cale d'un bateau. Et la caméra va le suivre en plan séquence de manière un peu chaotique à travers une foule jusqu'à ce qu'elle arrive à l'air libre, accompagnée par la musique et le score assez impressionnant j'ai oublié le compositeur. Daniel Blumberg. Voilà, qui est le nouveau compositeur de Brady Corbet, puisque Scott Walker est mort, et d'ailleurs le film est dédié à sa mémoire. Et là, il y a la caméra qui va accrocher dans un décadrage un peu iconoclaste la Statue de la Liberté, filmée à l'envers, puis filmée de biais, donc avec cette idée d'emblée que on a en fait une scène assez classique
classique d'arrivée de migrants qui va passer à la douane, au contrôle, etc. Mais d'emblée d'essayer de tordre le cou un petit peu à cette scène matricielle que serait la scène matricielle un peu du rêve américain, d'une certaine manière. Et puis ensuite, on va avoir deux choses. On va avoir justement cette scène un peu grisâtre de contrôle, et donc aussi avec cette idée que le film va ascétiser, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sort des camps, et d'emblée il y a une forme de prolongement aussi de son expérience traumatique des camps, y compris dans son arrivée aux États-Unis. Et puis après, qu'est-ce qu'on a? La première chose qu'on fait quand on est arrivé aux États-Unis, c'est quoi? C'est d'aller voir des prostituées. Et donc à la fois dans quelque chose qui est évidemment un peu glauque et évidemment un peu à rebours de ce qu'on peut imaginer de qu'est-ce qu'on arrive dans la terre promise, quelle est cette foule d'opportunités qui se présente à un immigrant, et puis aussi quelque chose d'emblée qui sera aussi l'exploitation des corps, quelque chose que le film va creuser. Donc là on voit d'emblée, tu vois, par l'enchevêtrement des scènes, par la manière dont le film commence à déplier cet itinéraire, que bon, là Brady Corbet il prend un peu plus son temps, et il prend un peu plus son temps pour raconter quelque chose qui en fin de compte est beaucoup moins impressionnant qu'on pourrait le croire durant une heure. Moi j'ai un peu regardé ma montre quand le personnage de Van Buren réapparaît, ce qui est une première interaction entre les deux personnages qu'on va pas forcément raconter, et de me dire bon bah là en fait le film va vraiment commencer, c'est-à-dire l'avènement de l'architecte, la création, la mise en chantier d'un gigantesque bâtiment qui va constituer le centre de l'intrigue. Avant ça, pendant une heure, on a une chronique quasiment intimiste et assez dépassionnée au fond de toutes les galères d'un immigrant et de tout ce que ça implique. Et là, je dois dire que cette expérience de la durée, pour moi, elle fonctionne. Il fait que j'achète un peu cette première partie, même s'il y a déjà des réserves, déjà des limites dont on va parler après, et qu'elle fonctionne aussi sur une chose très précise et qui, à mon avis, manquait dans les précédents films de Corbet, c'est-à-dire qu'il s'est tout de suite entouré d'acteurs très techniques et assez cabotins. Je pense notamment à Nathalie Portman dans Vox Lux, qui apparaissait à la moitié du film, qui jouait une espèce de pop star torturée, qui était rescapée d'une tuerie de masse durant son enfance. Et vraiment, le jeu de Nathalie Portman, pour le coup, était vraiment en roue libre, un espèce de cabotinage complètement effréné. Et là, au contraire, je trouve que le jeu hyper maniéré, par ailleurs, d'Adrien Brody, qui n'est pas l'acteur le plus léger qui soit, est vraiment filmé dans la durée. Par exemple, il y a des scènes de retrouvailles que je trouve vraiment désarmantes. Vraiment, pendant de longues secondes, même parfois quelques minutes, on va voir le visage de l'acteur se décomposer, se recomposer, des gestes de tendresse devenir à la fois de plus en plus violent, une espèce de lâcher prise. Il y a quelque chose qui est vraiment très très beau à cet endroit et qui fait que, à mon avis, et ça c'est quelque chose qu'on peut pas enlever dans le film, sa durée un peu monumentale, c'est 3h35, se justifie à mon avis pleinement. Oui, moi si je parlais de malentendu, pour revenir un peu au malentendu, il faut dire que le film est déjà sorti aux États-Unis depuis un moment et qu'il a fait un peu sensation à Venise où il a eu le prix du meilleur réalisateur. Et en fait, de loin, la manière dont on en parlait, le fait que le film ait été tourné en VistaVision, donc ce format de pellicule particulier qui implique un défilement horizontal de la pellicule et qui était surtout utilisé dans les années 50 et au début des années 60 et beaucoup par Hitchcock dans certains de ses plus grands films. Il y avait de loin ce côté vraiment fresque, impressionnante, et j'y allais en me disant soit je vais voir un film extrêmement maîtrisé, soit je vais voir un film complètement fou, disons fou, pas forcément dans un sens positif. Je pensais de loin, le film pouvait me faire penser à quelque chose comme Babylone par exemple de Damien Chazelle. Et finalement devant le film, passer cette première scène où, comme tu dis, moi je me suis fait avoir parce que je pensais que on était en Europe, donc forcément quand il arrive sur le pont et que je vois la Statue de la Liberté, avec le souffle assez épique effectivement de la musique de Bloomberg, je me suis dit ah bah oui, effectivement c'est le film que j'attends, il va répondre quelque part à ce que j'attendais de ce projet, et finalement en fait le film n'est jamais totalement fou et il n'est jamais totalement maîtrisé non plus, c'est-à-dire qu'on est quand même dans un entre-deux où, mine de rien, il va travailler quelque chose d'un peu minimaliste, à suivre simplement un personnage et ses déboires un peu attendus, avec notamment toute une sous-intrigue sur sa toxicomanie avec des scènes qui sont assez déjà vues, disons, même si elles sont assez justes dans la narration. Et à l'inverse, le côté peut-être maximaliste, disons, des structures, de l'architecture, des bâtiments qu'il construit, le fait de faire des plans très larges à certains moments va être quand même fait simplement par petites touches, mais finalement le film va beaucoup ressembler va être très dialogué, notamment. C'est quelque chose que je m'y attendais pas forcément face ne serait-ce que un film qui porte ce titre, The Brutalist. Je m'attendais à quelque chose peut-être d'un peu plus contemplatif, il y a ce premier malentendu, mais donc j'ai eu du mal, disons, à rentrer dans le film parce que j'étais tout le temps perdu dans cet entre-deux de films finalement
très plaisant parce qu'effectivement il y a ce travail de la pellicule et ce format un peu étrange, le 1,66 qui est plus du tout utilisé aujourd'hui. Et ce que tu dis sur effectivement le temps que ça prend, la scène de retrouvailles, je la trouve très belle aussi. Il y a cette espèce de détail des phalanges d'Adrian Brody qui sont comme ça serrées sur le manteau de son cousin. Et effectivement, le plan dure plus que ça durerait dans un autre film américain qui durerait simplement 2 heures. Mais voilà, je sais pas, je trouvais le film tanguait un petit peu et avait du mal à m'accrocher, et notamment sur l'idée que le, le récit architectural se mélange pas tant que ça avec le récit purement sentimental ou juste l'évolution des personnages. C'est-à-dire que ça s'incarne pas forcément par des dynamiques de mise en scène, comme par exemple dans un film auquel j'ai beaucoup pensé, qui est The Fountainhead de King Vidor, le rebelle, où l'architecture est un peu similaire, d'ailleurs celle que travaille le personnage du film de King Vidor, où vraiment les sentiments violents des personnages entrent en relation dans la mise en scène avec les moments les plans très bruts de l'architecture que construit l'architecte du film, avec notamment cette scène dans la carrière au début du film de Vidor, où il va y avoir des symboles phalliques un peu partout, une manière de regarder la matière qui serait une même manière de regarder l'être aimé, alors que là il y a plein de moments où j'ai l'impression qu'il y a deux films qui évoluent côte à côte, qui seraient le film de l'immigrant et le film de l'architecte, et qu'il n'y a que dans quelques scènes, dont on parlera peut-être après, que vraiment ça se croise et ça s'articule. Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors c'est marrant parce que tu connais mon amour pour Le Rebelle, que moi je trouve être un des plus beaux films au monde. Moi j'avoue que j'ai pas tant pensé au Rebelle que ça. S'il y a un film auquel je pourrais peut-être le rapprocher, ce serait The Master de Paul Thomas Anderson, pour lequel, alors au-delà même de la relation, tu vois, un petit peu maître dominé qui se noue avec cette espèce de tycoon joué par Guy Pearce, même tu vois la manière dont le film commence vraiment en termes de temporalité, de structure, cette espèce de fresque un peu filandreuse, un petit peu ouatée. Il y a quelque chose qui, à mon avis, me fait penser au film de Paul Thomas Anderson. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, on voit, dans The Master, on voit d'abord beaucoup le personnage de Joaquin Phoenix dériver avant de rejoindre cette secte un petit peu par hasard, justement à côté d'un bateau qui tangue. Donc cette idée un petit peu d'un film qui serait flottant. Et je reviens aussi sur quelque chose d'intéressant que tu dis sur la scène d'ouverture, quand tu dis j'avais l'impression qu'on n'avait pas encore quitté l'Europe alors qu'on arrive aux États-Unis. Ça, c'est quelque chose qu'on ne déduit pas devant le film, mais qui est intéressant. Et en même temps ça raconte quelque chose, on y reviendra après parce qu'à un moment le film va quand même revenir narrativement en Europe, c'est qu'en fait on n'a jamais quitté l'Europe, c'est-à-dire que le film n'est pas tourné aux États-Unis, le film est tourné en Hongrie, soit précisément le pays d'où est supposé venir le personnage de l'architecte joué par Adrian Brody. Donc déjà tu vois, on est un film sur l'Amérique qui est quand même un petit peu étonnant, puisque il y a des scènes par exemple qui se passent à la fois en Toscane et à la fois à Venise, qui pour le coup ont été vraiment filmés en Toscane, vraiment à Venise. Donc c'est-à-dire, il n'y a que les États-Unis qui sont cette espèce de pays un peu mirifique, réinventé, et qui surtout, c'est là qu'est à mon avis un peu ma réserve dans la première partie, c'est-à-dire que comme tu l'as très bien dit, on nous a un peu vendu ça comme un espèce de grand objet formel, alors qu'en fait le film, et ça c'est un peu un truc naïf à mon avis de Brady Corbet, qui revendique en entretien, ce qui ne me surprend pas du tout, c'est que le film se veut un peu à l'image des structures architecturales qu'on voit dans le film, c'est-à-dire quelque chose d'à la fois de monumental, de très gris, de très épuré, sans ornement. En fait le film n'est pas épuré, mais c'est vrai qu'il repose beaucoup sur des blogs de dialogue, de scènes, et qu'à mon avis, il n'est jamais meilleur que quand il fonctionne sur un espèce de truc qui serait pas tout à fait du behaviorisme, mais qui serait vraiment de l'étude de milieu ou de caractère, ce qu'on voit notamment au début du film, et ce qui marche très bien, puisque le personnage de l'immigrant est en fait baladé de lieu en lieu, baladé de situations professionnelles, etc., etc., et qu'en fait c'est un personnage à la dérive, avant qu'il se fixe dans un lieu en particulier pour construire une espèce de cathédrale à la mémoire de la mère défunte du personnage de Mania. Alors là, on pourrait penser à Foxcatcher aussi. Tu vois, pour moi, on est plus dans cette famille-là de films qui sont en fin de compte, et pas nécessairement de manière inintéressante, des films psychologiques, mais presque des films psychologiques au bon sens du terme, qui en même temps essaieraient de creuser quelque chose de l'Amérique. Si bien qu'à mon avis, il y a bien deux films, mais pas exactement sur la question de l'architecture, même si elle est là, mais à mon avis, c'est vraiment pas là où le film est intéressant, qui serait à la fois un film sur un immigrant et une espèce de fable sur le capitalisme. Et d'ailleurs, le film est un peu coupé en deux parties là-dessus, avec cette idée aussi que ce qui va couper le film en deux, c'est l'apparition de sa femme, qui est donc jouée par Felicity Jones, dont on entend la voix au début. Tu vois, là aussi, cette logique de grand écart. Tout au début, l'arrivée aux États-Unis est bercée
par la voix de cette femme et de la perspective d'une retrouvaille, et ensuite que directement après, il y a une scène dans un bordel, bon, ça montre un écart, ça montre un hiatus qui là serait pris en charge par Brady Corbet, qui essaierait de montrer justement un écart potentiel dans sa fresque et dans la fresque attendue d'une espèce de génie qui aux États-Unis voilà, deviendrait l'architecte en fin de compte qu'il aurait toujours pu être dans un cadre complètement propice à sa vision maximale, etc., de l'art, de l'architecture. Et là, bon, quand ça se noue dans la deuxième partie, avec aussi un peu une logique de Rise and Fall, même si c'est un petit peu abusé de dire ça, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire quelque chose qui serait de l'ordre de l'ascension, et puis une forme de longue déliquescence qui va se marier en plus à quelque chose d'évolute, de drogue, d'opiacés et compagnie. Là, à mon avis, le film, enfin, faut qu'on y arrive, hein. Il y a une scène, à mon avis, en particulier. Et donc on a commencé un petit peu à déblayer le récit, mais là on entre véritablement dans une zone qui sera le spoiler. Hein. Voilà. Qui serait qu'il se passe à un moment quelque chose qui clarifie la relation entre les personnages. Alors plus j'y pense, plus cette scène elle me pose un peu question. Je te passe peut-être le micro pour que et qu'on déplie ça ensemble. Oui, donc tu fais référence à une scène de la deuxième partie, ouais. donc qui se passe justement en Toscane, dans des carrières de marbre, où Van Buren a de nouveau fait appel à Tos après l'avoir abandonné pendant de nombreuses années, pour voilà, reprendre son projet qui était finalement tombé à l'eau, donc d'ériger une espèce de centre comme ça communautaire à la mémoire de sa mère, et pour ça ils vont aller chercher du marbre ensemble dans une carrière de marbre, et à l'occasion d'une soirée organisée par des Italiens dans la carrière, Tos va beaucoup boire et se droguer, et Van Buren va en profiter de lui va le violer en fait dans un dédale comme ça, enfin dans un couloir, tout en lui disant, tout en l'engueulant d'une certaine manière. Enfin, c'est une scène comme ça très, très choquante et en même temps très logique, un peu un coup de force de scénario d'une certaine manière. C'est un vrai coup de force de scénario, il faut le dire, quand ça arrive, on ne s'y attend pas. C'est-à-dire, c'est une forme de rupture qui va jouer un rôle fondamental puisque ça revient à la toute fin du film et c'est un peu l'événement qui casse et à la fois clarifie la relation entre les personnages. Mais en fait, plus j'y pense, bon, d'une part, il y a quelque chose qui est complètement logique et en même temps qui joue une forme d'ambiguïté, c'est-à-dire qu'on est en train de se demander durant tout le film, on essaie de revoir le film à l'aune de ça, en se disant est-ce qu'il y aurait une espèce d'attirance homo-érotique, est-ce qu'il y aurait quelque chose dans le comportement des personnages qui nous aurait échappé, alors que non, je pense que c'est vraiment un acte qui est là pour souiller le personnage, de lui montrer une espèce de position d'ascendant, de supériorité, de le remettre littéralement à sa place. Mais en fait, quand j'y pense, tu vois, en dépliant, il y a quand même quelque chose d'un peu lourd qui s'articule à cet endroit-là, c'est-à-dire que ça advient précisément la première fois que le personnage revient en Europe. Ça devient précisément à un moment où le personnage aussi se trouve dans une espèce de structure en pierre, où il est abandonné dans la nuit, etc. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas une espèce de retour symbolique au camp ? Je le dis parce qu'à la fin, le parallèle entre les structures architecturales et les camps de concentration est ouvertement mis en avant. Et en plus, en Italie, qui serait un peu le berceau du fascisme. Alors ça peut paraître une lecture un peu sauvage, mais moi, il y a un dialogue que je trouve aberrant à la fin du film et qui nous met un peu sur cette voie-là, qui est qu'à un moment, il y a une scène un peu de défonce entre l'épouse de l'architecte et Tos, justement, et on devine qu'il lui a raconté cet épisode traumatique à cette occasion. Et là, son épouse a une phrase extrêmement ambivalente, elle dit « Regarde ce qu'ils ont fait à nos corps ». Et sachant que le il, c'est qui ? Le il, c'est visiblement à la fois le mania qui abuse de son mari, et visiblement, c'est les nazis qui l'ont torturé ou qui l'ont réduit à un état puisque sa femme est handicapée, qu'elle a gardé des séquelles de la guerre. Et donc, il y aurait quelque chose dans le film d'un peu fumeux, à mon avis, qui serait que le capitalisme à l'américaine serait une forme de prolongation du nazisme avec un fond raciste, un fond d'exploitation des corps, etc. Où là, à mon avis, il y a une bascule, où il y a un raccord qui est quand même un petit peu rapide, et que le film va littéraliser dans un épilogue qui, à mon avis, là aussi est une fausse bonne idée de scénario, qui est un épilogue à Venise, où, et c'est une récurrence chez Brady Corbet, il finit toujours un peu par une fin qui est supposée par un dialogue ou par un coup de force un peu formel, nous faire revoir tout ce qu'on a vu à l'aune d'une espèce de révélation tardive qui nous ferait voir sous un autre jour. Et ce truc-là, qui est un petit peu moins prononcé quand même dans The Brutalist que dans ce précédent film, c'est à mon avis aussi une manière de réinjecter de manière un peu soudaine et très violente du sens dans son film, du sens qui n'aurait pas forcément été pris en charge par la mise en scène. Le problème, c'est vraiment cet aspect littéral, en fait. Il y a ce côté
Van Buren dépossède un peu TOS de sa personne, ce qu'il faisait déjà de toute manière par la manière dont il l'exploitait, avec déjà dans le lien avec sa bibliothèque dès le début. Donc TOS, son premier job d'architecte, c'est un peu de construire une bibliothèque, mais qui est censée être une surprise pour Van Buren, qui est organisée par ses enfants. Mais évidemment, TOS va créer une bibliothèque brutaliste, très, très originale, très dépouillée, qui ne ressemble pas du tout à la bibliothèque un peu poussiéreuse qu'avait le personnage avant. Il va évidemment la détester quand il la découvre. Et puis plus tard, en voyant que finalement, après avoir invité des gens qui s'y connaissent un peu en architecture chez lui, la bibliothèque fait sensation, il va aller rechercher le pauvre architecte devenu ouvrier, parce que voilà, il voit qu'il y a une utilité à cet endroit-là, mais en réalité, jamais dans les années qui ont suivi la construction de cette bibliothèque, il s'était intéressé à cet homme-là. Enfin, il y a déjà un rapport complètement intéressé, disons, à lui, avec aussi cette scène qui est déjà assez littérale, qui peut-être est une annonce un peu à venir de la scène du viol, où il lui lance une pièce lors d'un dîner, en le rappelant soudain un peu à sa condition de serviteur, quelque part, d'employé. Quelque chose, voilà, un moment très humiliant où le personnage va devoir se baisser, et puis évidemment Corbet filme en gros plan la pièce par terre, et le personnage il est comparé à un tireur de chaussures, quoi. Voilà, il est ramené à sa condition d'immigrant. Donc quelque part le viol va un peu littéraliser un peu tout ça, et comme tu disais, la séquence finale, moi c'est marrant, quand commence cet épilogue, on est donc sur une gondole à Venise, il y a une ellipse de 40 ans, il y a de la musique disco qui commence, et le plan est vraiment embarqué, c'est assez long, il y a des plans de paysages de Venise, et d'une certaine manière, je reviens à mon malentendu, je me disais enfin il va y avoir vraiment un épilogue bizarroïde, et c'est un peu ce que j'attendais au film, alors que le film n'est jamais bizarre comme The Master, par exemple, que tu citais, qui est un film bizarre. Et finalement, non, on arrive à donc une cérémonie en hommage à l'architecte et à ses constructions, et il va donc y avoir sa nièce, désormais interprétée par Ariane Labed, qui va faire un discours. Et qu'est-ce que c'est ce discours? Ce qui raconte ce que tu dis, que ces constructions, et surtout la construction qu'il a faite pour Van Buren, évoquait les camps de concentration. Ce discours, c'est une note d'intention. Et cette note d'intention, c'est la note d'intention dans la fiction, évidemment, des constructions de l'architecte, mais c'est aussi d'une certaine manière une note d'intention du film, avec le parallèle que tu venais d'évoquer, et d'une certaine manière c'était pour moi aussi un aveu d'échec que Brady Corbet ait besoin de passer par cette matière à l'oral, alors que plutôt je parlais donc des moments où ça s'articule pas totalement entre architecture et le reste des intrigues. Il y a par exemple cette amorce de quelque chose, mais qui ne produit finalement rien à la fin de la deuxième partie, où Van Buren disparaît après qu'il ait été mis en cause par Hergébet, la femme d'Adrien Brody, dans une séquence un peu attendue. Enfin, je veux dire. En fait, c'est pas attendu, mais là, à mon avis, on est au cœur du problème. C'est-à-dire qu'il y a un écart, tu vois. Dans tous les films de Brady Corbet, il y a un écart entre l'aspect monumental et l'aspect, on va dire, plus minimaliste, voire modeste, concret, en fin de compte, des scènes. Et à mon avis, il y a aussi un écart entre quelque chose, tu as tout à fait raison sur la question de la littéralité, et en même temps cette envie de tisser une fiction qui soit un petit peu à trous, à mystère, à ambivalence. Ce qui d'ailleurs, à mon avis, tu vois, le personnage de Van Buren, que je trouve pas forcément inintéressant, mais à mon avis, c'est un personnage qui est moins fini que mystérieux. C'est-à-dire que, tu vois, on lui invente par exemple à un moment des espèces de migraines un peu étonnantes, mais il y a plein de trous en fin de compte dans la construction du personnage, qui fait qu'à l'arrivée, on peut y projeter un peu tout et n'importe quoi. Et en effet, tu vois, vraiment cette disparition. Elle suit une scène d'une littéralité qui est absolue, et en même temps qui essaie de réinjecter un petit peu de mystère, et moi que je trouve un mystère pour le coup qui est vraiment un coup de force scénaristique, c'est-à-dire que quand je déplie, il n'y a aucune raison dans le récit qui me fasse penser que pour une raison légitime X ou Y, le personnage soit honteux de cette situation, qu'il puisse penser que ça puisse l'impacter, etc. etc. Enfin, y a un truc dans cette disparition qui est, je parle dans mon texte de carte antinomienne, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire tu vois une forme de disparition qui va remettre un petit peu du mystère, du doute, et en même temps qui produit une scène qui est pas mal, qui est une scène de recherche, qui est une des rares scènes qui se dénote un petit peu dans quand même
un entrelac de scènes dialoguées qui sont parfois filmées de manière très grisâtre. Surtout, c'est une des rares scènes qui se passe dans la structure, justement. Oui, c'est-à-dire que là, c'est là où je trouve le film un peu malin, c'est qu'il profite de cette scène de disparition pour enfin arpenter la construction de Corbett un peu dans la nuit. Et justement, il fait des plans. Donc, on voit plusieurs personnes qui sont à la recherche de Van Buren, un peu tous les gens qui travaillent pour lui. Mais la manière dont il filme ça, c'est avec des plans fixes de loin, en filmant un peu la structure. D'une certaine manière, cet endroit a été érigé pour qu'il puisse disparaître. Mais ça finit sur quoi ? Ça finit sur une croix lumineuse, tu vois. Donc il y a quand même quelque chose il finit par un symbole énorme et en même temps qui est nébuleux. Voilà. C'est-à-dire une espèce d'alliance de quelque chose qui est à la fois hyper lourd en termes de sens et qui en même temps mime, et je pense que le verbe se justifie, une espèce de profondeur qui n'est pas tout à fait là, quoi. Et que cet épilogue, à mon avis, bizarrement, a un effet un peu... il joue un peu contre lui-même, quoi. C'est-à-dire que, à mon avis, cet épilogue, il rajoute pas une couche de sens. Il ne fait que renforcer le fait que ce qu'on a vu jusqu'ici, en fin de compte, n'était pas aussi profond que le film le prétend. Et à mon avis, cet épilogue est un peu une faute, mais alors une faute qui serait un peu différente de la scène de viol. C'est-à-dire que la scène de viol, à mon avis, est un truc dont le récit se remet jamais, parce que ça a mis un ça devient une ligne droite à partir de là. Exactement. Et là, l'épilogue, c'est encore autre chose, c'est vraiment la note de trop, dont en fait le film aurait pu se passer. Et d'ailleurs, il y a un truc, tu vois, très très lourd. Je me suis fait une réflexion, tu vois. Donc on voit cet épilogue. Et on voit Adrien Brody, et je me suis fait la réflexion dans cet épisode qu'en fait on voyait très très peu Adrien Brody qui en fait est dans un fauteuil roulant et qui est recouvert d'une couche de maquillage. Et au moment où je me suis dit mais qu'est-ce qu'il essaie de faire là à cet endroit ? C'est-à-dire qu'on a vu ce personnage pendant près de 3h30 et là on le voit de loin maquillé, enfin ça pourrait être une doublure d'Adrien Brody, ce serait la même chose. Je me dis pourquoi ce choix-là ? À ce moment-là précis où je me pose la question, en fait il y a un personnage qui répond à cette question par un dialogue, c'est-à-dire le personnage d'Anne Labette qui dit moi nièce de Laszlo, quand j'étais enfant j'étais mutique et c'était lui, et qui parlait, ben maintenant c'est moi qui prends la parole et c'est lui qui est mutique. Et donc tu vois, c'est-à-dire cette espèce d'idée d'inversion discrètement posée là, alors pas de manière complètement prise en charge et fine, mais en gros d'une inversion des personnages, et bah tout d'un coup elle est verbalisée, elle est prise par un dialogue et elle me laisse pas l'espace pour penser, elle me laisse pas de l'espace pour moi me poser mes questions et chercher au sein du film. Et ça résume un petit peu le problème, tu vois, sur ce rapport-là à la signification, qui est quelque chose que Corbet a depuis le début, c'est-à-dire que ces films sont à la fois un peu brumeux, un peu fumeux aussi, et en même temps, il ne peut s'empêcher par moments de mettre des grosses injections de sens pour essayer de prendre une espèce d'assise d'ampleur qui donnerait une espèce comme ça de profondeur à ces films, et qui relève à mon avis de quelque chose d'un peu artificiel. Ouais. Oui, je suis d'accord. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais des influences de Paul Thomas Anderson et de Bennett Miller. Mais moi, finalement, devant le film, j'ai plutôt pensé à quelqu'un comme Pablo Larraín, par exemple. Pour ces biopics réalisés aux États-Unis surtout, avec voilà, cette manière d'injecter un peu du vaporeux dans un genre pourtant très balisé habituellement qu'est le biopic, mais de façon assez artificielle la plupart du temps, et avec aussi même jusque dans la mise en scène, cette manière de filmer en courte focale avec parfois des longs travelling, des choses assez étonnantes, et là-dessus il n'est pas du tout constant d'ailleurs. Corbet, je me pense à une scène par exemple dans un club de jazz où d'un coup il va filmer en fisheye avec des panoramiques très rapides, ça va être juste comme ça le temps d'une soirée, alors qu'à côté il va y avoir des scènes d'intérieur filmées assez académiquement. Enfin voilà, il y a quelque chose d'un peu inconstant chez lui. Mais donc voilà, c'était pour revenir un peu au malentendu qui s'est désormais dissipé. Je saurai un peu plus à quoi m'attendre pour le prochain film de Brady Corbet. En tout cas, merci Josué d'avoir parlé du film avec moi. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie aussi Clément Colliot à la réalisation et Adrien Mitterrand qui va assurer le montage de cette émission. Et enfin, je remercie le Ciné 104 de nous accueillir. À bientôt pour une prochaine vidéo.